Donc, je tiens à vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être ici à Schleuf. Donc, je suis endocrino-diabéto à Oran, là je suis d'Oran, Oran 1. Et je remercie les laboratoires Lilly pour leur confiance. Donc, on va voir ensemble le basal bolus à l'ère de nouvelles recommandations. Et forcément, nous allons faire un aller-retour pour parler du biosimilaire de Lilly, qui est la Basaglar, et pour dire justement c'est quoi un biosimilaire. Ce n'est pas un générique, forcément. Ce sont mes conflits d'intérêts. Donc, on va voir d'abord des recommandations que vous connaissez très bien. Ce sont les dernières recommandations ADA-ESD de fin 2018 qui sont pratiquement identiques aux recommandations de l'ADA de 2019, de janvier. Alors, ces recommandations, il y a eu une modification suite à la lumière d'études. Donc, il y a eu des études. Comme vous le savez, il y a eu de nouvelles molécules. Je prends l'exemple des inhibiteurs des SGLT2 qui, au début, ont été récusés par l'ADA, rejetés en France. Ils leur ont demandé plus de recul parce qu'il y avait des effets secondaires par rapport à problèmes de pied, etc. Donc, il y a eu ce recul. Ils ont fait des études et ils les ont présentées et ils ont eu l'indication thérapeutique. Après, quand il y a des études, il y a ce qu'on demande à une molécule en diabéto, c'est de baisser la glycémie et l'HbA1c forcément, sinon on n'a pas lieu d'être. Ensuite, il est obligatoire depuis 2008, c'est l'innocuité cardiovasculaire. Voilà. Donc les dernières recommandations d'AESD, on se fixe un contrat avec le patient. C'est centré sur le patient. On insiste sur la diététique, sur l'éducation thérapeutique, en partant du principe que chaque patient est un cas. On se fixe on fait le profiling du patient et on se fixe une HbA1c qui est spécifique pour chaque patient. 7%, c'est un peu monsieur tout le monde. Après chaque patient, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, c'est en fonction, c'est au cas par cas. Parce que pour chaque patient, il y a le risque cardiovasculaire, l'état cardiovasculaire, le rein, le risque hypoglycémique, l'importance de l'insulinorésistance. Et ce sur quoi on est tous d'accord, c'est on commence par la metformine qu'on va maintenir, sauf contre-indication ou intolérance. Alors, grosso modo, après la metformine, lorsqu'on est dans une situation où il y a le problème cardiovasculaire qui prédomine, où c'est un sujet chez qui on veut protéger le cœur, c'est analogue GLP1 ou inhibiteur des SGLT2. Mais ce n'est pas un effet de classe. C'est les analogues GLP1 ou les inhibiteurs des SGLT2 qui ont prouvé, via des études, leur protection cardiovasculaire. Quand il s'agit d'un problème rénal qui est en première ligne, c'est les inhibiteurs des SGLT2 d'abord qui ont prouvé leur efficacité. Sinon, en seconde position, c'est les analogues GLP1. Ensuite, là je ne vois pas très bien, mais bon, dans une situation où le risque hypoglycémique prédomine, c'est clair que l'hypoglycémie, l'insuline forcément, et les sulfamides d'hypoglycémie en plus les glinides. Là, on a l'embarras du choix, entre autres, les inhibiteurs des PP4. Lorsqu'on veut que le sujet perde du poids, ou lorsqu'on ne veut pas qu'il y ait une prise de poids, c'est analogue GLP1 et inhibiteur des SGLT2. Et je l'ai dit tout le temps, nous au Maghreb, ce qui nous reste après la metformine, c'est généralement les sulfamides d'hypoglycémie. Il y a même une étude qui est sortie cette semaine pour parler d'innocuité, la sécurité cardiovasculaire du glimépiride. Donc, on peut donner la metformine. Ensuite, on passe, si on n'est pas l'objectif, on passe aux sulfamides. Ensuite, chez nous, on va passer à une insuline, une basale. Mais dans les pays où ils ont les analogues GLP1, ils piquent avant l'insuline pour donner l'analogue GLP1 ou inhibiteur GLT2, mais GLT2 c'est en péros. Donc on parle de traitement injectable non insulinique. Donc chez nous, comme c'est pas remboursé, c'est disponible, c'est pas remboursé, on piquera pour la première fois pour donner une basale. C'est ce que nous faisons. Donc on intensifiera que si on n'est pas à l'objectif qu'on s'est fixé pour son patient. Je me suis fixé 7,5, je suis à 7,5, c'est bon. Je ne suis pas à 7,5, à ce moment-là, je suis obligé d'intensifier. Donc l'intensification s'impose à moi à chaque fois que je ne suis pas à l'objectif. C'est impératif. Sinon, ça devient de l'inertie. Donc, quand on n'est pas à l'objectif, on donne une basale. Alors généralement, il parle de des gludec, de l'arginsan, qui ont démontré donc cette innocuité cardiovasculaire. Quand la basale ne marche pas, on intensifie progressivement jusqu'à arriver au basal bolus
complet. On commence par un bolus de rapide, ça marche pas, je passe un deuxième bolus de rapide, sinon je vais jusqu'au troisième bolus de rapide. Sachez juste une chose, c'est que lorsque j'intensifie progressivement vers le basal bolus complet, ça ne veut pas dire que tous les patients vont aller au basal bolus complet. Il y a des patients qui sont équilibrés, on le verra dans l'étude d'ailleurs autonomie, avec un bolus de rapide, d'autres qui sont avec 2 bolus de rapide, et enfin d'autres avec 3. On a même des patients avec 4 bolus de rapide. Lorsque ça marche, c'est parfait, et lorsque ça ne marche pas, on va, avant de décider de changer de schéma, passer vers des prémix ou revoir le schéma, il faudrait quand même insister sur l'éducation thérapeutique. Quand on fait une éducation thérapeutique, c'est un métier, on l'a fait dans les règles de l'art. Je sais qu'il y en a qui en font à HLF, et qui ont été formés à Oran. Donc, dans l'éducation thérapeutique, il faut qu'on ait un diagnostic éducatif. On l'a fait en groupe, c'est bien de la faire en groupe, mais il y a des situations où on l'a fait avec ce patient. Le premier patient, son problème, diagnostic éducatif, c'est un problème d'hypoglycémie. Donc, je vais travailler cette hypoglycémie. Parce que si y a cette hantise de l'hypoglycémie, ben, ça va être un frein à l'initiation, à l'intensification, à atteindre l'objectif, etc., etc. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, on change de schéma. Nous, il nous arrive même de changer un peu avant, c'est au cas par cas. Pour les francophones, ou les Français, c'est selon, eux, ils vous disent, vous commencez par la glargine 100, qui est l'analogue de l'insuline dont la pharmacocinétique est la mieux adaptée. Et ils vous demandent même de privilégier un biosimilaire de la glargine pour des raisons de coût. D'ailleurs, la biosimilaire de la glargine, parmi les pays où elle est plus vendue, c'est les États-Unis et le Japon. On ne peut pas dire que ce sont les moins riches au monde. Je dirais même qu'ils sont premiers et troisièmes. Donc la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Là, on peut économiser, on économise. Et ils vous disent, la pharmacocinétique d'autres analogues lents de l'insuline, la glargine 300 détémir, les rend utiles dans un certain nombre de situations individuelles détaillées. Vous pouvez rentrer sur le net. Il y a des situations individuelles, c'est surtout l'hypoglycémie parce qu'il y a moins de variabilité. Après, le recours à un endocrino peut être utile, voire indispensable. C'est des malades qui sont difficiles à gérer, il faut passer la main. Les endocrinologues américains vous disent, pareil, vous commencez par une basale, quand ça ne marche pas avec les ADO, après, vous intensifiez. Et on revient au biosimilaire de l'insuline glargine. Alors, la basaglar est le premier biosimilaire de la glargine de référence. Alors, un biosimilaire n'est pas un générique parce que ce n'est pas chimique. C'est l'Escherichia coli qui synthétise l'insuline. Donc, ces acides aminés sont assemblés. Ce n'est pas un générique, donc c'est un biosimilaire. C'est biologique, c'est pas chimique. Ce n'est pas un biosimilaire du paracétamol. Donc, quand on fabrique un biosimilaire, il est moins cher, c'est son avantage, mais il doit être strictement, si vous voulez, identique en termes de pharmacocinétique, de pharmacodynamie, en termes de baisse d'HbA1c, en termes d'hypoglycémie. Quand je dis identique, c'est-à-dire qu'il est non inférieur. Donc les études qui vont suivre, ce sont des études de non-infériorité. Là, je fais d'épidémio pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. On fait une étude de non-infériorité parce que le but n'est pas de montrer la supériorité de tel schéma sur tel schéma, basal bolus prémix, de tel prémix sur tel prémix, tel analogue sur tel analogue, de 2 analogues différents, basal. Non, c'est un biosimilaire de la glargine de référence. Il doit être non inférieur parce que s'il y a une supériorité, c'est un autre produit. Ce n'est plus un biosimilaire. Alors pour ce faire, il y a eu des études précliniques pour voir un peu sur le plan biochimique et physico-chimique. S'il y a des pharmacologues, ils savent de quoi on parle. Après, il y a eu des études de phase 1, 6. Ensuite, des études de phase 3. Les études de phase 3 concernant le type 1, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, c'est élément 1. Et concernant le type 2, c'est élément 2. Alors, élément 2, elle voulait montrer, toujours, c'est le bras, le diabète, c'est toutes les pathologies d'ailleurs, c'est l'efficacité et c'est l'innocuité ou la tolérance clinique. Donc, elle doit être aussi efficace que la glargine de référence, avec une aussi bonne tolérance clinique. Donc, élément 2, c'est une étude donc les critères d'inclusion, c'était des sujets de plus de 18 ans, bien sûr DT2, avec plus de 2 ADO, et plus ou moins la glargine de référence, l'HbA1c entre 7 et 11 quand ils étaient naïfs à l'insuline, inférieur à 11 quand ils étaient précédemment sous glargine, BMI inférieur à 45. Donc il y avait une population qui n'avait jamais reçu d'insuline, et on va comparer ceux qui vont recevoir pour la première fois la basaglar et la glargine de référence, et il y avait une autre population qui était sous glargine.
Alors, les critères d'évaluation, le critère composite primaire, c'est toujours en diabéto, réduction du taux d'HbA1c. Si une molécule en diabétologie ne réduit pas, elle n'a plus de raison d'être. Donc, c'est réduction du taux d'HbA1c entre l'inclusion et la 24e semaine. Et 24 semaines, c'est largement suffisant pour prouver une efficacité en diabétologie. 24 semaines de traitement, il est efficace, c'est bon. Alors, dans les études où on va 1 an, 50 semaines, là, c'est pour l'innocuité, notamment l'hypoglycémie. C'est-à-dire quand on veut prouver la sécurité de la molécule. Mais l'efficacité, 24 semaines, c'est différent. Et donc, pour démontrer la non-infériorité d'Abazaglar, donc je veux montrer la non-infériorité d'Abazaglar que je vais tester versus la glargine de référence. La marge de non-infériorité était de 0,4%. Si la limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95% du critère de jugement principal était inférieure à 0,4, alors Abazaglar était considéré comme non inférieur à la glargine de référence. Ensuite, ils ont même voulu démontrer la non-infériorité de la glargine de référence par rapport à l'Abazaglar. Alors, les critères d'exclusion des patients étaient les mêmes pour la totalité de l'échantillon. Pour les sujets naïfs à l'insuline, c'était pareil. Ils étaient représentés des 2 tiers. Et pour les sujets qui étaient déjà traités par la glargine 100, c'était 40%. Il est clair que quand on fait une étude comparative comme ça, cas témoin, il faut forcément qu'il y ait un seul critère, qu'un seul item qui change. Sinon, après, on ne se retrouve plus. Donc là, tout est identique en termes d'âge. Même les moins de 65 ans, c'est-à-dire il y avait autant de sujets âgés par rapport à des sujets jeunes, autant d'hommes que de femmes, le poids, etc. Parce qu'on se doit d'avoir ce qu'on appelle l'appariement. On doit apparier pour qu'il y ait un seul critère qui change, Abazaglar ou glargine de référence. En ce qui concerne donc les résultats, l'efficacité était équivalente sur la variation de l'HbA1c à 24 semaines. On voit que le P n'était pas significatif. On veut prouver une non-infériorité, on ne veut pas prouver une supériorité, parce qu'on veut dire que c'est du pareil au même. Elle n'a pas vocation, un biosimilaire n'a pas vocation à être supérieur à la molécule de référence. Pour la population générale, idem chez les patients naïfs à l'insuline ou ceux qui étaient précédemment traités par la glargine. L'efficacité était donc équivalente sur la variation de l'HbA1c à 24 semaines, ici à votre gauche, et également sur la glycémie à jeun sur 24 semaines. Ensuite, en termes de poids, il n'y avait pas de différence statistiquement significative, bien sûr à l'inclusion forcément, à 24 semaines, et donc le delta n'était pas significatif. Après, quand on traite un diabétique, du début jusqu'à la fin, c'est être à l'objectif, et puis le moins d'hypoglycémie. Il y aura toujours des hypoglycémies chez un diabétique, quel que soit le traitement qu'on donne. Après, si on donne de l'insuline ou des sulfamides, des glinides, il y aura plus d'hypoglycémie. Il faut toujours faire attention à l'hypoglycémie, mais il ne faut pas que ça devienne un frein à la prise en charge d'un diabétique pour atteindre l'objectif, parce qu'on a trop peur de l'hypoglycémie. Quand il est à l'objectif, il y aura forcément des hypoglycémies. S'il a été à l'objectif pendant ces 3 mois, qu'il n'a pas fait d'hypo, votre HbA1c est folklorique. Après, on évite les nocturnes, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin, et on évite les hypoglycémies sévères. Mais on ne peut pas se cacher derrière le fait que j'ai peur des hypoglycémies, je le laisse à 9% et je le laisse mourir raptif. Ce n'est pas correct, pour ne pas dire un terme plus approprié. Alors, en termes d'hypoglycémie, pour les hypoglycémies totales, nocturnes et sévères, c'était pareil dans les 2 groupes, et c'était pareil même en termes de taux d'événement. Donc, il n'y avait ni plus ni moins d'hypoglycémie. Ensuite, le profil de tolérance était comparable. C'est-à-dire que même les effets indésirables, les réactions allergiques en termes de prurite, de rash, de dermatite, autres, c'était exactement pareil. Le P, que vous voyez complètement à votre droite, n'était pas significatif puisqu'il était supérieur à 0,05. Après, quand on parle de tolérance comparable, on est obligé de faire un aller-retour par rapport aux anticorps, puisque c'est un biosimilaire. Eh bien, la courbe est superposable, que ce soit par rapport à la glargine de référence ou par rapport à l'Abazaglar. Il n'y avait pas plus de réaction anticorps dans un ou l'autre des bras. Et on voit que le taux d'anticorps anti-insuline-glargine, en termes de pourcentage de liaison, chez les patients DT2 avec taux d'anticorps, par exemple, détectable, dans la population totale, les courbes sont superposables. Parce qu'en fait, on veut s'assurer que la courbe est superposable tout au long, les 2 courbes sont superposables tout au long de l'étude jusqu'à la 24e semaine, et c'était le cas. Donc, en synthèse, l'Abazaglar présente une efficacité équivalente. On a vu qu'il y avait une non-infériorité, elle n'est pas là pour être supérieure à la glargine de référence.
et sur l'HbA1c, sur les autres paramètres d'efficacité, avec une tolérance comparable dans le type 2 chez 756 patients suivis pendant 24 semaines. C'est un produit donc, qui est le premier biosimilaire de l'insuline dans le monde, une insuline glargine qui a la même séquence d'acides aminés que le médicament de référence. Donc on est dans le biologique, on n'est pas dans le chimique. Même séquence d'acides aminés, il n'y a pas de différence. Elle a démontré sa biosimilarité en termes de pharmacocinétique, que je n'ai pas détaillé, faute de temps, de pharmacodynamie, d'efficacité et de tolérance. Elle a bénéficié d'un large programme de développement, comme vous l'avez vu dans le type 1 et dans le type 2, des études précliniques, précédées par des études de phase 1, et 2 études cliniques de phase 3, dont j'ai détaillé une, élément 2. Les 2 études, donc chez le type 1 et le type 2, avaient plus de 1300 patients inclus dans ce programme de développement, avec un suivi allant jusqu'à 1 an. Tout ça pour rassurer les médecins, les patients, et c'est ce qui fait toute cette prescription aux États-Unis, au Japon et ailleurs. On revient aux recommandations. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence en Algérie par une basale. Ça marche pas, on va intensifier jusqu'au basal bolus progressif. Il faut une bonne basale, il faut aussi des rapides efficaces. Les endocrinologues américains abordent dans la même direction, donc c'est exactement pareil. Et là, on va détailler une étude qui a été faite avec la rapide de Lilly, l'Humalog. L'Humalog est la rapide de référence. Quand j'étais résident, et qu'on n'avait pas l'Humalog, toutes les études étaient faites versus Humalog. C'est comme pour la basale, toutes sont faites versus Glargine. Quand on se compare avec ce qu'il y a de mieux, forcément. Quand on en compare l'équipe d'Algérie à la CAN, on va se comparer au Zimbabwe. On va se comparer à l'Égypte, on va se comparer au Sénégal, et c'est exactement pareil en médecine. Quand on se compare à une basale, toutes les études, c'est versus Glargine. Et tous les laboratoires qui ont en l'état actuel de mes connaissances, du moins au début, début des années 2000, se comparaient à l'Humalog. Alors, ils ont fait l'étude autonomie qui était le premier essai randomisé comparant 2 approches axées sur le patient pour initier et titrer l'insuline prandiale. La titration chez nous, c'est toute une histoire. L'insuline prandiale Lispro dans le diabète de type 2. En fait, quand on fait une étude et qu'on montre 2 façons de faire, c'est-à-dire, c'est une façon de dire le produit est efficace et il est sûr, et pour vous le prouver, on va vous montrer plusieurs façons de titrer et le résultat est toujours aussi sûr. Le deuxième point, c'est qu'ils ont fait, j'insiste sur ce point, exactement la même étude. Exactement la même étude 2 fois. Vous allez retrouver l'étude A et l'étude B. L'étude A et l'étude B sont 2 études identiques. C'était encore pour renforcer les résultats. Et pour aussi faire passer un message, je vais présenter les 2 études en parallèle pour faire vite, que la médecine, ce n'est pas des maths. Aujourd'hui, c'est ceci, demain, c'est cela. Il peut y avoir demain une étude qui risque de balancer telle molécule qui a maintenant des vertus, etc. etc. La médecine, ce n'est pas mathématique. Et même l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin. Et chaque malade est un cas. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de comparer l'efficacité et la sécurité de 2 algorithmes d'autotitration basés sur les patients pour l'initiation à la titration de la prandial Lispro chez des patients DT2 insuffisamment contrôlés sous basal et ADO en milieu de soins endocriniens et généralistes. Aussi bien dans l'étude A que dans l'étude B, il y avait des endocrinos, mais aussi des généralistes. Ça veut dire que ce qui était en train de se faire ici peut se faire au milieu de soins primaires, par le généraliste lui-même. De toute façon, à partir du moment où on décide de prendre en charge une pathologie, on se doit de la maîtriser. Donc les critères d'inclusion, c'était des DT2 entre 18 et 85 ans, BMI inférieur à 45, HbA1c en 7 et 12. Professeur Ramani, il vous reste 3 minutes. Excusez-moi, j'ai 18 chez moi. J'ai commencé à 10h, il est 10h18. Vous avez commencé exactement à 9h56. Je prendrai 5 minutes, si vous permettez. Ce n'est pas l'heure chez moi, mais ce n'est pas grave. Donc la méthode de l'étude, c'est que les malades étaient sous Glargine. Ensuite, ils intensifiaient progressivement, s'il n'était pas l'objectif, après randomisation, et ils titraient une fois tous les jours et une fois tous les 3 jours. L'étude A est à ma gauche, et de l'autre côté, l'étude B, qui sont 2 études strictement identiques. Donc là, c'était tous les jours, et de l'autre côté, tous les 3 jours. Et donc, c'était pour comparer le changement d'HbA1c à la fin de l'étude, en titrant tous les jours ou tous les 3 jours. Et on le voit, en ce qui concerne le taux d'HbA1c à la fin de l'étude, c'était exactement pareil pour les 2 méthodes de titration, aussi bien dans l'étude A que dans l'étude B. En ce qui concerne le changement d'HbA1c à 7, 12 et 24 semaines, c'était pareil, dans l'étude A pour les 2 façons titrées et dans l'étude B. Par contre, quand on voit la proportion de patients ayant atteint un taux d'HbA1c inférieur à 7% au point final, on voit que dans l'étude A, c'était pareil pour la population générale et pareil pour les plus de 65 ans. Mais dans l'étude B,
on avait plus de patients à l'objectif quand on titrait tous les jours pour les plus de 65 ans. Ensuite, le changement du poids à la 24e semaine, là aussi on voit que dans l'étude A, il y avait beaucoup de plus de prise de poids quand on titrait tous les 3 jours, alors que dans le titre B, il n'y avait aucune différence entre les deux façons de titrer. La médecine, ce n'est pas mathématique. Profil d'autosurveillance 7 points, c'était pareil à la 24e semaine. Il n'y avait aucune différence entre les incidences et les taux d'hypoglycémie globale, que ce soit dans l'étude A que dans l'étude B. C'était exactement pareil, quel que soit le type de titration. Les doses d'insuline, ce n'était pas significatif, aussi bien dans l'étude A que dans l'étude B. Je voudrais dire un mot. Regardez que quand on voit en fin d'étude, le tiers des patients étaient restés sous un bolus de rapide. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui restent à l'équilibre avec un bolus de rapide et le quart avec 2 bolus de rapide. Ce n'est pas tout le monde qui va à 3 injections de rapide. En conclusion, l'essai autonomie a fourni de nouvelles données et la base pour l'initiation et l'intensification avec la LISPRO en utilisant 2 schémas de titration simple chez des patients diabétiques type 2 insuffisamment contrôlés sous basal et ADO. L'essai a démontré qu'un schéma basal bolus peut être initié chez une population adulte, y compris des sujets de plus de 65 ans, parce que le basal bolus, c'est à tout âge. Après, pour chaque âge et pour chaque situation cardiaque de risque hypoglycémique, je joue sur l'HbA1c, mais il n'y a pas de schéma contre-indiqué chez l'un ou chez l'autre, pour réduire le taux d'HbA1c et limiter les excrétions postprandiales, en toute sécurité, aussi bien chez des spécialistes endocrinos que chez des généralistes. Et enfin, l'utilisation des algorithmes Q1D, Q3D, je peux titrer tous les jours, tous les 3 jours, à simplifier l'insulinithérapie, n'exige pas donc des formations très, très spécialisées. Et je vous remercie.